Alors, bienvenue. Comme je vous le disais, c'est une grande première et je suis très fière que ce soit Serge Bouquet qui soit avec nous aujourd'hui. Serge a une grande expérience du chemin, il a l'expérience comme hébergeur. Et ce matin, j'ai demandé que Madi soit présent avec Serge. Madi et Serge sont intimement liés depuis 2015, autant par une super de belle amitié que par un partenariat d'affaires. Donc, la semaine prochaine, Serge sera également là. Je crois que c'était important pour tous deux qu'ils soient là ensemble. Donc, je ne prendrai pas plus de temps. Je vais laisser à Serge tout le temps qui lui est nécessaire pour nous témoigner de son expérience. Nous, on va se laisser bercer par ses aventures et ça va nous amener vers un futur chemin qui, j'espère, sera en 2021. Fait que Serge, à toi la parole. Ok, bon, ben, on se lance et on plonge. Maintenant, il n'y a plus qu'à nager. D'abord, un grand merci de m'accueillir chez vous. C'est très sympa et c'est voilà, pour moi une autre expérience, une nouvelle expérience et donc on va l'apprendre bon, voilà, comme elle est, comme elle vient et on va vivre, essayer en tout cas pour moi de vivre ce bel instant magique. Alors, voilà, on avait pour vous parler un peu de Compostelle, mais peut-être cette fois-ci sur un angle un peu différent, un point de vue un peu différent de Compostelle, plutôt que de raconter simplement un chemin et de dire, bon, où est-ce qu'on dort, si on a mal aux pieds, le sac à dos et ainsi de suite. Le prendre vraiment sous un autre, un angle tout à fait différent, quelque chose de peut-être plus intimiste et voilà, plus personnel. C'est la première fois que, bon, voilà, que je vais peut-être un peu me livrer comme ça. On ne sait pas comment ça ira, mais bon, allons-y. Et donc, voilà, Johan m'a donné une bonne idée. Je m'imagine être un peu au gîte et vous avoir tous à table. Et donc, c'est un grand plaisir. Donc, pour parler un petit peu de ce nouveau un point de vue un peu différent de Compostelle, je voudrais vous parler de avant Compostelle, de tout tout ce qui se passe avant Compostelle. Et bien souvent, même avant Compostelle, on n'a peut-être même pas pensé à Compostelle, mais il se passe déjà des choses avant. Après, Compostelle arrive et hop, Compostelle est là. Et Compostelle, c'est un symbole, c'est des images qui vont résonner un petit peu de notre côté. Donc, on reprend. Donc, je disais, il y avait l'avant-Compostelle. Après, il arrive le Compostelle en tant que symbole, c'est-à-dire qu'est-ce que ça nous y, qu'est-ce qu'on peut savoir de Compostelle, qu'est-ce qu'on peut se projeter dans Compostelle. Après, je vais vous faire partager mon premier chemin et c'est rigolo parce que je vais sûrement revivre un peu mon premier chemin avec vous, avec quelques photos et en fin de compte de finir par le Compostelle, le passé, le présent et l'avenir. Qu'est-ce qui se passe pour moi et pour le chemin et quelle aventure je suis en train de vivre. Alors, on va commencer sur le premier chapitre. Je vais changer. Voilà, vous me voyez là. Le premier jour où je suis parti, c'était en 2009. J'avais donc 56 ans et je me retrouvais au puits. Donc, c'était à un moment où vous avez vu un peu la présentation que je peux avoir. Donc, je suis Serge Bouquet. À cette époque-là, j'avais 56 ans. C'était en 2009.
Et donc, je m'en vais sur le chemin. Et je suis parti un peu vraiment la fleur au fusil. On y reviendra. Vous voyez que j'avais du bide un peu. Pour tout entraînement, avant de faire le chemin de Compostelle, eh bien, j'avais à peu près 30 ans de canapé, c'est-à-dire rien. Et j'ai ressorti des vieilles godasses, j'ai ressorti une vieille tente de plage, j'ai ressorti les vieux sacs à dos et je suis parti comme ça en 15 jours. Donc, avant Compostelle, quelles sont nos vies? D'une manière générale, nos vies c'est un peu comme une trajectoire. On est sur une trajectoire, comme si on lançait une balle. On a fatalement une trajectoire et la trajectoire est symétrique. C'est-à-dire que aujourd'hui, par rapport à hier, c'est à peu près la même chose, à une petite différence, un peu mieux, un peu moins. Je suis un peu plus enrhumé, j'ai un peu plus de sous, un peu moins de sous, je suis un peu plus content ou un peu moins content. Mais la vie c'est une trajectoire et on est inscrit dans cette trajectoire. D'une manière générale, on l'espère montante. Bien sûr, quand on est jeune et qu'on avance, on espère avoir la vie devant soi et on a une trajectoire un peu montante. Cette idée de trajectoire, on l'a, voilà, c'est notre éducation, c'est la société, c'est la vie qui nous amène sur cette trajectoire. Donc c'est assez symétrique, quoi. Et donc il faut comprendre, on a le réflexe de se dire, oh là là, on est une bonne trajectoire montante, on est heureux, ça va mieux. Et de temps en temps, on est dans une trajectoire qui est un peu descendante. Alors c'est à ce moment-là qu'il faut rectifier un peu le tir, on va remonter. Bref, on est dans cette dynamique de vie. Et ça pèse un peu sur nous. Et puis, en fin de compte, on se rend compte qu'en même temps, la vie, c'est des accidents. Il y a des accidents, des accidents de la vie qui sont une rupture, un divorce, qui sont un décès. Il y a des accidents de la vie. Et ces accidents, en fin de compte, ils vont nous marquer. Mais ces accidents, ils sont très aléatoires. On les avait pas prévus, sinon si on les avait prévus, ce ne seraient pas des accidents. Donc voilà, et la vie arrive comme ça. On a des accidents et voilà. Et on est pris dans cette vie et on avance et puis ma foi, on se rend compte un peu au bout d'un certain temps que on sait d'où on vient, on sait qu'on va tous au même endroit et au milieu, de temps en temps, on a sûrement cette image de la vie où d'une manière générale, il y avait cette symétrie et ces accidents qui vont faire des courbes très accidentées. On a cette impression là, et d'un seul coup, on fait des points. On a besoin de faire des points, et on se rend compte qu'en fin de compte, la vie d'une manière générale, c'est un peu comme une carte marine. Si je vais de A à là, c'est pas forcément la ligne directe qui est la plus rapide ou la plus aisée, parce qu'il y a des vents, il y a des courants, il y a des vents, il y a des marées, il y a plein de choses. Et donc on est un peu sonné à certains moments de la vie. Il arrive que voilà, on est un peu abasourdi. Et alors donc la mienne, comme vous avez pu le voir, voilà, la première des choses dans les accidents de la vie qui peuvent marquer la mienne, c'est que je suis né en Algérie. Donc l'Algérie, à l'époque, c'était un département français, avant qu'il y ait la guerre, la décolonisation, et bon, tout un pan d'histoire. Il y a la grande histoire, puis la petite histoire, et puis mon histoire au milieu. Et puis, en fin de compte, dans cette histoire, je suis à 9 ans et demi, on est parti d'Algérie, parce qu'ayant parti je me rappelle qu'on a passé 3 jours à l'aéroport de La Sénia pour prendre le premier avion qui partait pour quelque part. Parce qu'il n'y avait plus de bateau et on était toute la famille, sauf mon père qui était resté. Et on attendait le premier avion pour aller quelque part. On aurait pu aller au Québec d'ailleurs. Bon, bref. Et le premier avion où il y avait suffisamment de place, on était 5 pour être encore ensemble. Et on a attendu 3 jours, on n'avait qu'un seul lit de camp.
Et on dormait à tour de rôle en attendant le premier avion de quelque part. Et donc, partir à ce moment-là, on s'en rend pas compte comme ça, parce que quand on est gamin, en fin de compte, tout va bien, quoi. Hein, moi, j'ai pas eu de soucis, même si derrière, il y a un peu des images de guerre et tout, mais bon, ça va. Je me serais rendu compte après, bien après, que ce départ-là m'a fait développer une capacité d'adaptation. Voilà, c'était plus chez moi, je revais ailleurs. Manifestement, c'était pas chez moi, mais il a fallu s'adapter. Avec des petites anecdotes, parce que par exemple, quand j'étais gamin en Algérie, on allait au catéchisme. Et puis c'était très sympa, mes parents m'avaient mis au catéchisme, bon voilà, et c'était très sympa. Le curé était très sympa, on jouait au foot, on nous racontait des histoires de Jésus, de Vierge, de petit Jésus, tout était vraiment parfait. Mais quand je suis arrivé en France, et ben fatalement, tout ce flux d'immigration, comme partout et comme tout le temps, et comme ça changera jamais, et ben ma foi, on était des gens un peu bizarres. Et quand mes parents m'ont remis au catéchisme, ben ça s'est mal passé, ça s'était pas très bien passé. J'ai pu peut-être voilà, ressentir un peu ce que c'était que le sectarisme à ce moment-là. Et je me rappelle de la réflexion d'enfant que j'ai eue. Je me suis dit, bah, tu as changé de pays, donc tu as changé de bon Dieu, c'est pas le même bon Dieu. Puis voilà, quoi, c'est parce que tu as changé juste de pays. Voilà. Et tout ça, ça m'a fait toujours m'adapter, quoi. Voilà. Ça a déclenché aussi chez moi une grande admiration pour mes parents. Parce que, excusez-moi, parce qu'il faut tout recommencer, tout le temps. Et bon, et la vie est allée et ça a bien marché. Et voilà, j'ai travaillé, j'ai fait quelques études et je me suis mis au travail jusqu'à créer ma propre société. Donc j'ai eu ma société. Voilà, j'avais une quarantaine d'années, j'avais ma société, une petite société sympa, mais enfin j'avais quand même 10 employés. C'est une réalisation, c'était quelque chose d'important. Et on parlait des accidents de la vie et des écueils. Voilà, il se trouve que, paf, la société brûle. Il y a un incendie. Et ben voilà, il y a un incendie et j'y ai tout laissé là-dedans. Bon, heureusement, il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de blessés, mais bon, voilà, c'est un gros, malgré les assurances, malgré, bon, ça c'était très, très, très compliqué. Et donc, je me suis retrouvé de nouveau un peu comme mes parents. Hop, il faut recommencer et on recommence. Voilà. Derrière ça, bon, c'est un peu mon premier divorce parce que ben, j'étais en fin de compte pas bien et j'ai mis un peu 10 ans de ma vie pour essayer de rebâtir. Mais quand on est dans la vie, on ne se rend pas compte de tout ça. On rame parce qu'il faut avancer. Et puis voilà, tout ça, on ne s'en rend pas compte. Et je me rappelle une fois, j'ai mis un peu 10 ans de ma vie pour arriver à m'en sortir sans dette et sans problème, tout en continuant à travailler. J'ai eu un passage qui était un peu très sympa, que j'ai beaucoup aimé. Je suis devenu créateur de jeux de société parce que je m'étais fait une grosse déprime après. Une fois que tout a été réglé, j'ai réussi à remettre tout d'aplomb sur la société. J'aurais pu continuer. Mais bon, j'avais plus envie. Donc, j'ai lâché toute l'affaire et j'ai eu un gros coup de déprime. J'ai un peu touché le fond. Et j'ai eu un sentiment de me dire quelque chose d'assez, pour moi, un peu incroyable. Je me suis senti, mais inutile, inexistant, transparent. J'avais pas ma place là-dedans. Et à ce moment-là, j'ai beaucoup repensé parce qu'il s'est trouvé que mon papa, mon père, Noël, il s'appelait Noël, en fin de compte, s'est suicidé.
Et ça, le suicide, c'est un truc, bon, c'est un truc incroyable. Hein. On ne comprend pas, on ne sait pas, on ne peut pas. Voilà. Et on est très, 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 très mal à l'aise à ça. C'est un autre accident de vie. J'avais une vingtaine d'années. Mais bon, moi, on avance, on avance. Voilà. Et je me retrouve donc après dans ce coup de déprime après avoir réglé les histoires de la société. Et j'ai eu le sentiment, j'ai eu besoin de me sentir exister. Pour exister, j'ai eu besoin d'aller chercher de la création. De la création. C'est un sentiment très, très mégalo, on va dire. Hein. J'avais quelque part besoin de savoir que le monde avant Serge Bouquet, le monde après Serge Bouquet, ça ne soit pas le même. Donc, c'est vraiment très mégalo, ça. Hein. Après, j'ai appris à mesurer la chose parce que le jardinier qui plante 3 carottes, 2 choux-fleurs et 2 poireaux, eh ben, le monde avant lui et le monde après lui, il ne sait pas le même. Donc, il a fait quelque chose. Et donc, j'étais devenu un peu auteur de jeux de société. Artisanal, vraiment, et j'en vivais très, très, très mal. Hein. Mais bon, c'était très sympa comme ambiance aussi. C'était à l'époque, d'ailleurs, ça me fait penser, il y avait un super jeu qui est sorti chez vous au Québec, c'était Brin de Jazette. C'était un peu à cette époque-là que j'étais donc que j'étais auteur de jeux de société. Bref, voilà ma vie avec des accidents et tout, mais tout, au fond, tout va bien. J'ai un peu déboulé, on peut se dire, bon, c'est une catastrophe et tout, mais non. Et la vie va. Mais en fin de compte, je me suis rendu compte, après le chemin, que si on se penche sur sa vie, on se dit, oh là là, c'est une catastrophe, mais en fin de compte, on va se rendre compte que la vie de tous, c'est ni plus ni moins que la mienne. Et cette vie, en fin de compte, c'est la mienne. Donc, voilà. Et j'aime bien ma vie. Bon, c'est mon parcours. Et on se rend compte que tout le monde, on est tous, on a tous des accidents là-dedans et on les gère comme on peut. Et au milieu de tout ça, il arrive que, effectivement, voilà, la vie est là. Et on n'a pas conscience souvent qu'on a besoin, on sent qu'on a besoin de faire le point, mais on n'en a pas vraiment conscience. On a besoin d'une boussole, on a besoin de savoir où on va, on a besoin mais bon, on est dans ce flux. Voilà. Et là arrive le moment où, et donc vous me voyez, voilà, comme ça, vous verrez si je change un peu de photo, juste pour voir, voilà, vous allez me voir 1000 kilomètres après. Moi, en tout cas, je vois un visage très différent. Il y a moins de bides aussi, il y a moins de, moins de ventre, mais entre une photo où je viens ici, je suis anxieux, je suis un peu, je me dis où c'est que je m'embarque, hein, je ne sais pas. Et donc, comment est arrivé à avoir cette idée de Compostelle? Qu'est-ce qu'on a comme image de Compostelle? Moi, particulièrement, jeune, j'ai été, on va dire, un peu, comme tous les jeunes, j'ai refait le monde, donc j'étais un peu révolutionnaire, anarchiste, voilà, c'est comme tous les jeunes, on était dans le combat social. Et j'étais particulièrement un petit peu, on peut dire, même anticlérical, quoi. Hein. C'était, voilà, c'était la jeunesse. Bon. Euh, et donc, l'image que je peux avoir de Compostelle était très loin. Je n'étais pas du tout prédestiné à avoir une conception religieuse du chemin. Par contre, c'était dans les années 75-76. Comme j'ai toujours été un mec curieux, je me suis toujours intéressé à plein de choses. Je m'étais rendu compte on reparlait, en tout cas ici en Europe, on reparlait d'un chemin de Compostelle et je me suis dit, tiens, c'est quand même curieux qu'à notre époque, on refasse un chemin de pèlerinage. C'est un peu anachronique cette histoire, quoi. Voilà, c'était un peu le sentiment que j'avais. Alors donc, on a cette image du chemin qui est quand même très connoté, un petit peu religieux.
avec ce que ça peut signifier, en tout cas pour ceux qui ont la foi et qui sont dans ce parcours de religion, où le chemin, on fait le chemin théoriquement voilà, pour avoir des indulgences. Et derrière, on se dit, tiens, si on a des indulgences, c'est peut-être qu'on a quelque chose qu'on a mal fait, quoi, hein, on a fauté quelque part, on n'a peut-être pas mérité tout ça. Et on cherche un peu le pardon, mais le pardon de quoi? Quelle faute? Est-ce que j'ai fait des fautes? Bon, tout ça, c'est toute cette influence, voilà, un peu de nos sociétés où la religion était quand même très, très, très présente. Voilà. Donc ça, c'est la première image qu'on peut avoir du chemin, qui était loin de la mienne. Bon, après, j'avais une copine qui m'avait parlé, qui avait fait un petit bout de chemin. Et en gros, c'est le chemin. Bon, c'est une grande balade, une grande randonnée. C'est sympa, c'est des vacances, quoi. Donc, ben, voilà, c'est bien. Pourquoi pas c'est des vacances, un petit trek un peu différent. Et puis voilà. Une autre image qu'on peut avoir du chemin, c'est justement la curiosité en se disant, mais c'est quoi ce chemin? Pèlerins, ce sont un peu des gens bizarres, quoi. Et donc, c'est la curiosité qui va faire qu'on va aller voir. Une petite anecdote, X années après, j'ai eu l'occasion de faire le chemin avec mon frère. C'est un grand moment aussi, ça, c'était vraiment très sympa. Et mon frère, qui est très, très rationnel, un gars très, très rationnel, au démarrage du chemin, nous dit bon, ils sont bizarres, les pèlerins, hein, c'est des gens un peu curieux, c'est des gens bizarres. Et donc, je lui réponds en lui disant, oui, mais c'est peut-être les pèlerins, ils te trouvent à toi peut-être bizarre. Et puis, effectivement, 1500 kilomètres plus loin, un jour, il y a un pèlerin qui lui dit, mais tu ne crois pas que les pèlerins, c'est des gens un peu bizarres? Et donc, c'est lui qui lui répond, oui, non, c'est peut-être toi qui es bizarre. Voilà. Donc, ça, c'était la curiosité. Les gens qui sont sur le chemin, on se rend compte après qu'il y a des gens de partout. Il y a des jeunes, des moins jeunes, des grands, des petits, des gros, des moins gros. C'est une richesse absolument incroyable. C'est on est ce genre bizarre, justement, et on en fait partie. Voilà. Après, il y a ce qui peut nous amener au chemin, c'est le hasard. C'est assez curieux, mais c'est le hasard. Je me rappelle sur le chemin d'Arles, à Saint-Gilles, où c'était un Québécois d'ailleurs, qui m'aborde en me disant, mais vous faites de la randonnée, on peut faire de la randonnée par là. Et je lui explique, je fais, oui, on fait de la randonnée, je fais le chemin de Compostelle. Le gars, il se demande et il s'est dit, mais c'est quoi Compostelle? Donc, je lui explique Compostelle, je lui explique le rouge et blanc, comme ça. Et le lendemain matin, le gars revient, parce que c'était un touriste, hein, il était avec la famille et tout. Et total des courses, le lendemain, il est allé acheter des chaussures, des sacs, et il s'est mis sur le chemin. Voilà, c'est le hasard. Voilà. Donc, on a tout le chemin va se présenter à nous sous vraiment des formes très, très bizarres, quoi. Et donc, la dernière des choses, c'est que le chemin pour chacun de nous, va symboliser quelque chose. Je viens de découvrir une chose qui est sympa dans le symbole, ce que c'est qu'un symbole. Donc, c'est une image qui va représenter quelque chose. Mais tout à fait à l'origine, le symbole chez les Grecs, qui s'appelait le symbolon, c'est une poterie, un morceau de poterie qu'on casse, simplement, un morceau de poterie qu'on casse. Et cette poterie cassée, ce morceau de poterie cassée, va symboliser quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il va s'emboîter exactement avec l'autre morceau cassé. Et grâce à ça, c'est donc un symbole. On va pouvoir avoir confiance dans ces gens-là, on va pouvoir parler, et le symbole au départ qui vient ces deux morceaux de poterie qui vont s'emboîter, c'est un mot de passe.
Voilà. On y reviendra tout à l'heure parce que le chemin, si on arrive tout à fait au bout, le chemin, ça va nous donner le bon mot de passe. Voilà. Est-ce que tout va bien pour l'instant? Je pense que oui. En tout cas, les gens sont attentifs. Bon, ça va, on continue. Donc voilà, ça c'était un petit préambule du avant Compostelle et de ce que représentait le chemin. Et donc voilà, je vais vous présenter mon chemin. Et donc je me retrouve, je reviens à cette première photo et là je me dis, je suis parti, j'ai décidé d'y aller sur une semaine, j'ai dit on y va. Et j'ai ressorti du vieux matériel, de tout ce que j'avais. Tout. Et comme je disais, c'est pour toute activité physique et tout comme tout entraînement, c'est à quelque chose près 30 ans de canapé. Hein. Bon, voilà. Ça me dit souvent aussi, est-ce que c'est une question, est-ce qu'on s'entretient, est-ce qu'il faut s'entraîner avant de partir et tout. Bon, chacun fait comme il veut, est-ce qu'il faut s'entraîner? Je crois que le secret de tout ça, c'est qu'il surtout, il faut s'adapter. Le chemin, c'est de l'adaptation. Et je connais plein de pèlerins qui sont partis comme moi du jour au lendemain sans aucun entraînement. Et ben, au début, si tu fais que 5 km, tu fais que 5 km. Et puis, quand tu auras plus mal aux jambes, tu en feras un peu 10, un peu plus, 10. Et voilà. Et donc, là, je pars, mais je suis un mec un peu sonné, un peu abasourdi. J'ai cette vie un peu qui est là. Je me dis, tiens, allons voir ce qui se passe là. Je suis parti pour partir en vacances, en fin de compte. Mais en même temps, de ces vacances, je me dis, tiens, voilà, qu'est-ce qui va se passer là-dessus? Qu'est-ce qu'on va voir là? Je reviens à cette photo 1000 km après, j'ai perdu du bide. Voilà. Et surtout, cette photo, elle me parle parce que je me vois plus léger, plus rayonnant, plus voilà, il s'est passé quelque chose. Sur le chemin, il se passe quelque chose. C'est absolument sûr, il se passe quelque chose. Voilà. Et donc, ça, c'est ma première nuit. Parce que je suis parti du puits et en partant du puits, on sort de la cathédrale. C'est assez curieux parce que moi qui ne suis pas la même chose que je ne suis pas croyant, mais bon, j'ai quand même éprouvé le besoin d'aller voir un peu tous ces gens à la cathédrale et partir comme ça. Il y avait un truc sympa, on donnait la bénédiction à ceux qui croyaient et on donnait la bénédiction à ceux qui croyaient pas ou qui croyaient ce qu'ils voulaient. Et j'ai trouvé ce geste sympa. Je me dis, tiens, c'est pas si mal. Voyons. Donc, j'ai pris la bénédiction de ceux qui savent pas où ils habitent. Bon. Et je suis parti. Et la première journée, la première des choses, en sortant de la cathédrale, ce que j'ai fait, c'est que je me suis arrêté au troquet pour prendre un café. Et en voyant partant tout le monde, en me disant, mais d'un seul coup, je prenais conscience que j'avais pas pris conscience de où j'étais. Et je me dis, bon, il faut y aller. Et je m'étais accordé un petit peu en disant, tu es vraiment sûr que. Et puis, bon, une fois que tu es là, après, tu perds la figure, quoi, si tu n'y vas pas. Donc, j'y vais. Et il faisait extrêmement chaud. Et le démarrage comme ça, j'en ai bavé. Parce que mon sac, il faisait, j'avais pris tout ce qu'il fallait. Mon sac, il faisait 22, 23 kilos. Quoi. C'était et quelques jours après, je m'étais arrêté un soir. Je dis, Serge, il faut vraiment avoir de la lucidité. Tu vas vider ton sac et tu vas réfléchir et il faut faire quelque chose parce que tu peux pas faire comme ça. Et donc, et c'est là que j'ai pris conscience. Moi, j'étais parti, j'avais le réchaud, la casserole, j'avais 1 kilo de pâtes, j'avais 1 kilo de riz, j'avais l'huile, le vinaigre, le sel, le poivre. J'étais parti, mais en vacances.
et tout ça, et le porter. Et donc, voilà. Et donc, j'ai abandonné tout ça. Et ma première nuit, où en fin de compte, j'en ai bavé, ça s'appelle le lac de l'œuf. C'est juste un peu, ça doit être à 15, peut-être 15 km du puits, quoi. Mais pour arriver là, je suis arrivé exténué, mais absolument exténué. J'ai monté ma tente en me planquant, parce que de ce coup, on est dans un univers, on est lâché tout seul, on est tout seul dans la nature. Et c'est plus on n'a plus l'habitude. En tout cas, moi, j'étais un citadin, j'avais plus l'habitude, et donc je me retrouve là un peu au milieu des bois, sans savoir où se mettre, voilà. Et il arrive que c'était en été, c'était au mois de juillet, il faisait extrêmement chaud, et donc le lac de l'Œuf, c'est quand même à 1100 mètres. Et il vient un orage, mais un orage, mais un orage. Et donc, ça pétait, les foudres, ça tombait. Il y avait des tonnerres incroyables et les éclairs se succédaient, au point de me dire que je commençais vraiment à m'inquiéter parce que j'étais seul, ça pétait de plus en plus fort, ma foi. Alors, donc, je me rappelais un peu mes cours de physique, hein, la vitesse de la lumière, la vitesse du son, et je comptais, et ça tombait, il n'y avait pas 3 secondes, hein, et ça tombait fort. Et d'un seul coup, mais un orage mais incroyable. L'eau, qui était une tente de plage, elle prenait de la flotte de partout. Bon, bref, ça a été catastrophique. Et c'est là que je me suis dit, tiens, en fin de compte, j'ai quand même eu la bénédiction, ça va me servir peut-être à quelque chose, quoi. Et j'ai passé une première nuit, mais incroyable. Ça m'a secoué cette nuit perdue dans la nature sous l'orage. C'était vraiment incroyable. Quelques temps plus tard, toujours quand je disais qu'on était un peu dans un élément incroyable, je plante ma tente. Et d'un seul coup, je sens quelque chose qui vient parce que j'étais trop fatigué l'après-midi. Je me couchais très tôt en fin d'après-midi, à 5h30, 6h, j'étais couché, je récupérais. Et là, sur la tente qui bouge et ainsi de suite, donc j'ouvre la tente et qu'est-ce que je me tombe? Je me tombe sur le museau d'une vache. Les vaches sont très curieuses et d'un seul coup, je me suis retrouvé au milieu du troupeau de vaches. Tout ça pour dire qu'on est de nouveau dans un élément très différent. Voilà. Et le fait d'être, ça va participer au fait qu'on va changer, c'est que notre environnement change, que fatalement il va falloir, on est dans des conditions qui changent et on s'adapte. Et le fait de s'adapter va nous faire évoluer. Voilà. Là, arrive après après un peu tous ces moments de changement, arrivent les premiers grands espaces aussi, et ça c'est assez incroyable. Alors, très souvent, maintenant je le pense a posteriori, on se dit, parce que moi, initialement, je m'étais dit, tiens, je vais être en vacances dans la nature, je vais marcher tranquille, bon, je vais avoir le temps de réfléchir, de voir, de faire ce fameux point que je ne savais pas s'il fallait le faire ou pas, mais d'avoir un peu cette sensation. Et je me suis rendu compte que le sac, il est vachement lourd, les jambes, elles font mal, les côtes, elles montent, et que le total des courses, on n'a pas le temps de réfléchir. Et on ne réfléchit pas. On continue en train de s'adapter. Et on arrive dans un présent. Dans un présent. Et quand on arrive sur des paysages comme ça, qui a des espaces incroyables, et qu'on voit au fond l'horizon, et qu'on se dit, tiens, mais c'est au fond, c'est au bout là-bas, c'est impossible, c'est irrationnel, c'est incroyable cette sensation que de voir le bout de l'horizon et qu'on se dit qu'on va y aller. Et en même temps, dans ces espaces-là, on respire, et d'un seul coup, on se sent libre. Et on réfléchit toujours pas, on s'adapte. Voilà, et on vit quelque chose dans le présent. Voilà. Et donc, de la même manière que quand je vois l'espace, j'ai pris l'habitude après
de me retourner et de me dire c'est de là-bas que je viens, c'est incroyable. Et d'avoir cette sensation d'avancer, ça remplit, ça remplit. On se dit tiens, on avance, on marche. Voilà. Donc ça, c'est les premiers grands espaces qui arrivent. Et en même temps, après, on voit les premiers groupes, bien sûr, qu'on a des pèlerins et on les croise, on les recroise. Et au début, on se dit, mais moi, je suis pas comme eux, je suis chez les pèlerins, ils sont des gens bizarres, va savoir qu'est-ce qu'il a dans la tête, va savoir ce qui lui est arrivé. Et petit à petit, on se rend compte que on a tous nos accidents de vie, on est tous en vacances, on est tous, et c'est tous, on a tous une histoire. Et voilà. Et on n'a pas besoin forcément de la partager, ça se sent. Et d'un seul coup, on est bien. On prend conscience que les autres sont là et que chaque autre, c'est quelqu'un. Voilà. C'est assez curieux chez les pèlerins parce que c'est en même temps anonyme, mais en même temps, ils ne sont pas anonymes. On les connaît très bien, même si on n'a pas beaucoup parlé avec eux. Voilà, on sait qu'on a partagé un bout de chemin avec eux. Voilà. Et le groupe sur Compostelle est important, tout en restant toujours soi et individuel. Hein. Voilà. Donc, de la même manière, après, on a les difficultés du chemin. Ça devient difficile, il pleut pas, et quand il pleut, eh ben, on n'a pas envie qu'il pleuve. Et de nouveau, on se rend compte d'une chose, c'est que on accepte les choses comme un peu comme elles sont, quoi. C'est-à-dire que moi, il me serait jamais venu à l'idée d'aller faire une balade en rando sous de la flotte. Hein. Bon, et au moment donné, quand on est sur un chemin, bon, on le fait. Bon, ça fait un peu râler, mais total des courses, on le fait. Et ça s'infuse petit à petit. Toutes ces acceptations qu'on a. On est sur un chemin. Et donc, on va accepter un petit peu plein de on va prendre les choses telles qu'elles arrivent, telles qu'elles viennent. Après, on a les lieux. Il y a des lieux en même temps qui sont mythiques, qu'on les connaisse ou qu'on les connaisse pas d'ailleurs. Ça se sent. D'un seul coup, on se dit waouh, là il se passe quelque chose. Alors, même si on n'est pas féru d'histoire de Compostelle, bon, il y a l'histoire, il y a ci, il y a ça, il y a le Moyen Âge et tout. Ok, la majorité des pèlerins, on le sait pas forcément et en fin de compte, on s'en fout un peu. On est sur notre chemin, on fait là et ça se passe. Mais hop, on arrive là. On arrive là. Et ça aussi, il y a tous ces points-là, un peu ces lieux mythiques, ça va nous amener à la sensation que ben, il y a du monde qui est passé devant. Et il y a du monde qui passera derrière. Et nous, on prend cette conscience qu'on est juste ce petit maillon, ce petit, voilà, on fait partie de la grande histoire. Voilà. Donc ça, on rend compte qu'il y a plein de lieux mythiques comme ça qui sont sympas. Et après, quand on étudiera et quand on se passionnera pour l'histoire et pour le chemin, voilà. Donc ça, c'est le plus beau pont qu'il y ait entre le Puy et Santiago. Madi ne me contredira pas. Voilà, c'est le fameux pont Valentré. Voilà. Et là, il y a des endroits comme ça. Tous ces endroits vont aussi nous infuser dans notre subconscient. Voilà, c'est comme des balises, des bornes, c'est des ponts importants. À la sortie de ce pont, il y avait un graffiti qui était intéressant. C'est qui disait que le pont, il faut le traverser et que le changement est obligé. Et le pont, c'est aussi un symbole. On va d'une rive à l'autre, d'un état à l'autre. Voilà, c'est un passage, le pont. Et qu'on le veuille pas, il faut le prendre, le pont. Il faut y aller, il faut changer, qu'on le veuille pas. Et donc, ce symbole du changement du pont, voilà, qui nous invoque une transformation obligée. Et donc, à force de passer des ponts,
on va passer beaucoup d'étapes. Voilà. Je vais un petit peu voilà, vite, les accidents du chemin. Bon, comme je vous avais dit, mes godasses, ça faisait sûrement 10 ou 15 ans que je ne les avais pas mises. Et ben voilà, voilà ce qui arrive. Et donc, c'est d'un seul coup, on se dit, tiens, c'est curieux. Alors, je montre ça, c'est surtout pour une chose, c'est que j'avais l'attente, il y a une chose que je n'ai pas dit, c'est qu'à l'époque, je me suis retrouvé quand même assez désargenté, quoi. Donc, j'ai fait mon premier chemin tout en entier pour moins de 1000 euros. Voilà, donc j'ai dormi dehors, comme ça. Et là, ben, les godasses, c'était un problème. Bon, voilà. Alors, j'ai trouvé des solutions. J'ai acheté un pot de colle et j'ai réussi à recoller. Je recollais mes godasses tous les 3 jours, jusqu'au moment où je suis arrivé quand même à Saint-Jean-Pied-de-Port. Et où, en fin de compte, là, ma sœur m'a dit, oh, pétard, et elle m'a racheté une paire de chaussures. Donc, je suis allé, il y avait une espèce de grande surface de sport à Saint-Jean. Je vais, puis la vendeuse, elle dit, oh, j'ai des super promotions. Bon, très bien, comme je ne voulais pas mettre beaucoup de sous, comme j'en avais pas de trop, même si c'était ma sœur qui me les payait, j'achète et elle me vend des chaussures sur coussin d'air. C'était la mode de l'époque. Oh, impeccable et tout. Mis à part que 3 jours après, sur le bord d'une rivière où il y a des racines très, très pointues, il y avait deux cyclistes français qui étaient en train de réparer une chambre à air parce qu'ils avaient crevé. Et alors, je me foutais un peu de leur gueule en disant, à moi, ça risque, c'était sympa, hein, c'est pour ça que je me suis moqué un peu d'eux. Et j'ai dit, à moi, ça risque pas de m'arriver, ça. Et hop, je fais un pas pour m'en aller, et paf, je marche sur la racine très pointue et je crève ma chaussure à coussin d'air. Ce qui fait que je suis allé à Santiago avec une chaussure oui et une chaussure non, et une chaussure qui faisait pchit, pchit, pchit à chaque fois que je marchais. Et tous les soirs, j'avais un pied avec une chaussette blanche et un pied avec une chaussette noire. Voilà. Ça, c'était les accidents du chemin où il faut s'adapter. En même temps, on arrive au premier, et ça, ce sont les Pyrénées qui sont au fond, et on trouve ça haut. Et pourtant, on se dit quand même, on vient de loin, on a déjà quand même 800 bornes dans les pattes. 800 bornes dans les pattes, on se dit, ça y est, on est arrivé, et ça va de mieux en mieux. Ça est plus léger, on a pris l'habitude de marcher, tout va bien. Et puis d'un seul coup, il y a une épreuve là. Là, il y a une épreuve encore. Et donc, en même temps qu'on voit les Pyrénées avancer, on commence à les voir à Condom, les Pyrénées. Et bien, plus on avance et plus on les trouve haut. Hein, et on se dit, pétard, ça va être vraiment quelque chose. Et alors, c'est intéressant parce que l'épreuve qui s'annonce, on la prend plus de la même manière. C'est-à-dire que c'est plus une angoisse qui va se dire, oh putain, ça va être dur. Excusez-moi si je dis des gros mots. Hein. Ça va être difficile. Mais là, d'un seul coup, l'épreuve, on va se dire, eh bien, on va voir. On va voir comment on va faire. C'est toujours, moi je crois beaucoup ce côté de l'adaptation qui fait que les choses arrivent. Et enfin, on arrive à Saint-Jean-Pied-de-Port, la porte Saint-Jacques. C'est une étape. C'est intéressant les étapes, hein, c'est la moitié du chemin. Or, peu importe après qu'on fasse 1500, 500 ou 150 km, ça c'est le processus, il est le même. Que ça soit long, que ça soit. Or, c'est mieux si on a le temps d'avoir 2-3 mois devant soi, c'est vraiment sensationnel. Mais quand bien même, on ferait que 150 km, le processus, il est le même tout le temps. Et voilà. Et une étape, c'est important parce que d'un seul coup, on se dit, ben voilà, j'ai déjà les kilomètres que j'ai faits, ce sont les miens. Et si je me retourne, je viens de là. Et donc, du coup, ça résonne. On commence à avoir une résonance un peu différente. C'est réconfortant d'arriver à des étapes. On s'est fixé, on s'était rien fixé, mais on se rend compte que c'est une étape. Et donc, ça fait du bien un peu de se passer. Et après, on démarre et c'est l'Espagne. Et donc, la fameuse épreuve, eh ben, en fin de compte, on se rend compte qu'on la gère et elle se gère et c'est sensationnel.
belle étape. Et on est, voilà, là on part, on arrive en Espagne. Et donc, pour nous, même donc français, même déjà l'Espagne, ça dépayse, c'est différent, c'est différent. Et je pense à vous, parce que vous êtes loin. Il y a toujours une notion qui est importante, c'est que à la rigueur, nous, on peut toujours se dire, si jamais il y a quoi que ce soit, si ça va pas ou quoi, je rentre à la maison, c'est facile. Pour vous, c'est pas si facile que ça. C'est pour ça que j'admire beaucoup voilà, les gens qui viennent de l'autre bout du monde parce que c'est pas si facile que ça quand même. Hein. On peut pas se dire, tiens, allez, on rentre à la maison. Bon, nous voilà en Espagne, avec des paysages d'Espagne, et le fait d'être, comment dire, dépaysé procède aussi. On est, voilà, on est de nouveau, on est dans une terre inconnue un peu. Hein. Et on parle plus la même langue, on n'a plus les mêmes habitudes, le café n'a plus la même saveur, tout est différent. Et donc, on va. Alors, il y en a qui pourraient rouspéter, hein, il y en a qui veulent que ça soit comme chez moi. Et souvent, sur le chemin, on se dit, oh, ben voyons, découvrons. Et c'est assez sympa. Voilà, ça, c'est Alto de Perdón, une montagne qu'il y a après Pamplona, et aussi qui est un lieu important. Donc, nous voilà en Espagne, on arrive, on est en Espagne, avec cette fameuse meseta. Et donc, il y a meseta, donc qui veut dire un plateau. C'est un plateau qui est donc entre Burgos et Léon. C'est le grenier à blé de l'Espagne. Et donc, c'est relativement plat, bien que c'est plat, ça descend, ça monte, c'est plat, ça descend, ça monte. Mais on a des trucs à perte de vue, des chemins à perte de vue. Et quand on voit, quand on voit le clocher d'un village, après on a compris, quand on voit le clocher du village, on a encore 3 heures à marcher, quoi. Et on a l'impression que plus on avance, et moins on y arrive, et qu'on n'arrive jamais. Et on finit par arriver. Mais pendant cette étape, cette partie de la meseta, c'est assez initiatique. On les retrouve sur tous les chemins un peu, hein, de toute manière, que ce soit le Camino Frances ou les autres chemins. C'est un moment où, en fin de compte, il s'est déjà passé plein de choses. Et toute notre vie, avec tous nos problèmes, avec tous les points qu'on voulait faire, en fin de compte, on l'a pas fait. On l'a pas fait, on n'a pas réfléchi, on n'a pas eu le temps, parce que la vie, elle est là, et qu'on avance et qu'on fait quelque chose, et on n'a pas eu le temps de réfléchir. Et là, dans la meseta, sur ces longs chemins, on va prendre un peu le temps de réfléchir. Mais bizarrement, on ne réfléchit pas. Parce qu'on s'est rendu compte d'une chose, c'est que quand on réfléchit, on reproduit toujours le même raisonnement. Dans notre vie, si je réfléchis, je reproduis toujours le même raisonnement. Je suis content de mon raisonnement, mais j'arrive toujours à la solution que j'ai planquée dans tel tiroir, et j'arrive toujours au même endroit, hein. J'arrive toujours aux mêmes solutions, et je suis très content de ma réflexion. Mais là, d'un seul coup, sur ces chemins qui n'en finissent pas, où en fin de compte on réfléchit, mais on réfléchit plus bien, on réfléchit pas. À force de marcher, on s'est oxygéné les neurones. Et d'un seul coup, en réfléchissant, quand on va penser à quelque chose, on va avoir des pensées qui arrivent, très vite, c'est des espèces de transcendance, et qui vont nous faire dire oh là j'ai eu de la chance, hein, oh là j'étais vraiment un couillon, hein, oh là, et des choses beaucoup plus immédiates. Et ça nous amène de l'oxygène. Et donc, dans ce passage initiatique, eh ben oui, on commence un petit peu à creuser là sur cette meseta, qui est un chemin, un endroit que j'adore. Voilà. Je vous montre cette photo, Bercianos del Real Camino. Pourquoi? Parce que en découvrant tout ce chemin, j'ai commencé, la première journée, j'ai fait 15 km et j'étais
achevé, quoi. J'étais épuisé. Et de 15, petit à petit, j'ai fait 20, et comme ça. Et en faisant 20, c'était bien. Mais je m'imaginais toujours que les autres marchaient plus loin, marchaient plus vite. Et moi, bon, je n'avais pas tout cet entraînement, comme ça. Mais au fur et à mesure, bien sûr que quand on a 800 ou 1000 kilomètres, et ben, de seul coup, on marche et on arrive à être en forme. Et on redécouvre, en tout cas pour moi, j'ai redécouvert la simple capacité de me déplacer, de marcher. C'est un plaisir, d'avoir. Et donc, le 20 km, je dis, voyons voir si on fait 25, et de 25, voyons voir si je fais 30. Et moi, ma curiosité de me dire, c'était incroyable. Et donc, mon Bercianos, hein, c'est la première fois où, quand je suis arrivé, j'étais content d'arriver quand même. C'est la première fois que j'ai fait 50 km. C'est incroyable. C'est incroyable. Et donc, ça aussi, ça participe. On fait des choses, on est content de soi. On s'en fout des kilomètres. Hein, c'est ça, ça peut être que ça monte, c'est comme ça. Et j'étais déjà content quand j'avais fait 30 kilomètres. Mais d'arriver au bout, moi, je suis un curieux, donc j'expérimente. Mais d'arriver au bout de ça aussi, ça m'a amené à me remettre les idées en place. Sur le chemin, on a des moments un peu magiques. Ça, c'était un coucher de soleil et tous les pèlerins se réunissaient juste pour voir le Berciano, justement, pour voir qu'il est un donativo super, et qui se réunissaient pour voir le coucher du soleil. Et donc, on a des moments à certains moments, on peut être seul, on peut être en groupe, mais il y a des moments de grâce, il y a des moments de... on sent qu'il y a une magie qui est dans l'air, quoi. Voilà. Donc, et ça, il faut savoir le découvrir et savoir le goûter. Arrivé un petit peu plus loin, un peu avant Astorga, il faisait toujours très chaud. Et donc, du coup, après, je marchais seul et je marchais assez vite, je me régalais. Mais en marchant vite, je m'arrêtais à chaque fois, comme je parle un petit peu espagnol, ma mère était espagnole. Et donc, j'avise cette scène. Un monsieur assez âgé dans l'ombrage du feuillage et un jeune homme avec un appareil photo à plaque, un vieil appareil photo. Et ce décor m'interpelle, je dis tiens, on dirait un film du siècle dernier. Donc je m'arrête. Et ce monsieur s'appelait Eusebio. Ce monsieur avait 84 ans. Il était professeur d'université à l'université de Mexico et un professeur d'histoire. Et lui, le jeune homme, c'était son petit-fils. Et l'appareil photo à plaque, qui était vieux comme Eusebio, c'était l'appareil photo de Eusebio. Et donc, je m'arrête et on discute avec Eusebio, qui était un mec affable, vraiment un sourire sensationnel et un gars très, très heureux, très, très convivial. Et donc, on discute avec Eusebio, il me refait toute l'histoire de France que je ne connaissais pas, et il me réapprend l'Alsace à la Lorraine et ainsi de suite. Bon, c'était intéressant. Je ne le contredisais pas. Et au bout d'un moment, je suis resté longtemps avec lui. Hein, et au bout d'un moment, Eusebio, il me dit mais Serge, pourquoi tu fais le chemin? Et donc, je lui dis, c'est la première fois qu'on me demandait réellement pourquoi, parce que la plupart du temps, c'est pas des questions qu'on pose. Pourquoi tu fais le chemin? Alors, je dis écoute, je sais pas, je fais le chemin. Et de ce coup, je me dis mais pourquoi tu fais le chemin? Ça me pose la question. Et depuis le démarrage du puits, où j'avais besoin de quelque chose, mais je ne savais pas quoi et j'en avais même pas conscience. Eusebio me demandant tiens, pourquoi tu fais le chemin? D'un seul coup, je me dis, mais pourquoi je fais le chemin? Et donc, je réfléchis. Je lui dis, écoute, j'en sais rien. Alors, il me fait, mais alors, tu crois en Dieu? Je lui dis, non, je suis pas croyant. Je m'arrange, moi, avec l'idée que j'ai de ma spiritualité. J'ai une Wi-Fi personnelle. Bon, voilà. Il me dit, bon, mais alors, tu n'es pas croyant si tu ne fais pas le chemin, si ce n'est pas pour Dieu. Alors, il me dit, peut-être que tu fais le touriste. Je dis, non, je ne fais pas le touriste. Non, faut pas déconner, je suis un pèlerin, je ne suis pas un touriste. Mais voilà, mais
bon, mais pourquoi pas? Non, non, mais je ne suis pas touriste. Il dit, tu fais le sportif. Je dis, oh non, je ne fais pas le sportif non plus, je balade, je suis en forme maintenant, mais non, non, je ne sais pas vraiment pourquoi je fais le chemin. Et Eusebio me dit, tu sais, moi j'ai rendez-vous. Je dis, ah bon, tu as rendez-vous? Et il me dit, oui, oui. Et il m'explique, Eusebio m'explique, il me dit, tu sais, c'est mon dernier chemin parce que j'ai 2 cancers et je sais que c'est mon dernier chemin. Et donc, je me prépare parce que j'ai rendez-vous avec Dieu. Et donc, voilà, et Dieu, c'est pas n'importe qui quand même. Donc, tu viens pas, c'est comme si tu cherches du boulot, tu as rendez-vous avec le patron, tu viens pas les mains dans les poches, quoi. Bon. C'est donc, je me prépare. Et je lui dis, ah ben je comprends, oui, oui, comme ça, ben si effectivement, tu as la foi, tu crois en Dieu et tout. Il me dit, oui, mais toi aussi, tu as rendez-vous avec quelqu'un. Je lui dis, non, non, moi j'ai rendez-vous avec personne, je ne crois pas en Dieu, je n'ai rendez-vous avec personne. Il me dit, si, tu le sais pas, mais tu as rendez-vous avec quelqu'un, un mec très important, quelqu'un de très important. Je lui dis, moi, non, non, je n'ai pas rendez-vous. Il me dit, si, tu as rendez-vous. Tu as rendez-vous avec toi-même, mais tu ne le sais pas. Et c'était manifestement une parole qui m'a beaucoup marqué. Et Eusebio ne me quitte jamais. Quand je suis arrivé à Santiago, bien sûr que j'ai pensé à ce qu'il m'a dit. Voilà, c'était Eusebio. C'est des petites choses c'est par petites touches que le chemin vous transforme. La fameuse croix de fer aussi, c'est voilà, on se dit c'est de nouveau des étapes. Là, ça commence à sentir le bout et on se dit tiens, on est en même temps pressé d'arriver parce qu'il faut y arriver et en même temps on commence à avoir le sentiment de se dire tiens. Ça passe vite quand même, même si ça fait déjà un mois et demi qu'on est sur le chemin ou 2 mois, mais bon. Et là, voilà, c'est encore des moments, des étapes qui se passent. Et ces étapes, elles nous apprennent. On prend conscience que ce sont des étapes. Je voulais vous parler de Flavio. Flavio, il y a peut-être sur Internet, il a fait longtemps hébergeur. Flavio, c'est un gars qui venait de Rome. C'est un gars, il doit avoir, je sais pas, 20, 30 chemins dans les pattes. C'est un très grand connaisseur du chemin. C'est un Italien. Il est en train de faire, il a ouvert le chemin en Sardaigne. Voilà. Et j'ai rencontré, c'est parce qu'en fin de compte aussi sur le chemin, on rencontre des gens tout à fait incroyables, exceptionnels. Flavio, c'est lui qui m'a donné le goût et l'envie de connaître le chemin. Il le connaît parfaitement en termes d'histoire et de tous les lieux, tous les chemins. Il en a fait tellement, c'est un grand copain du chemin, quoi. Voilà. Et c'est à son contact que je me suis dit, tiens, il faut creuser. Donc, autant le premier chemin, on le vit, on s'en fout au fond de l'histoire de César. Et après, on va s'y intéresser. Donc, voilà. C'est l'entrée en Galice et je voulais vous montrer Flavio parce que c'est un peu grâce à lui que c'est lui qui m'a donné l'envie après de comprendre l'histoire du chemin. Et dans l'histoire du chemin, il y a ce monsieur, et on vient de fêter son 35e anniversaire de sa mort, c'est Don Elias Valinea San Pedro. C'était le curé de Ocebrero. Ce monsieur, ce curé, c'est grâce à lui que le chemin, essentiellement grâce à lui que le chemin moderne a vu le jour. C'est lui qui a inventé les flèches jaunes en Espagne et il a fait vraiment énormément. Et donc, son buste est à côté de l'église de Ocebrero. Voilà, il y a plein de gens qui passent et qui ne le savent pas, mais voilà. Et donc, un peu avec Flavio, un peu avec voilà ces histoires. Il s'est institué petit à petit. L'idée, elle est venue après, pas sur le moment, c'est après, mais c'est venu un peu que voilà.
je suis aussi, même en tant que pèlerin, je suis un acteur du chemin. Donc, je participe à la légende du chemin, je fais des choses pour le chemin, et si je parle du chemin, je sers le chemin. Et donc, voilà, c'est un peu avec ces gens-là que j'ai pris conscience que le chemin, il faut l'alimenter, quoi. La fameuse borne des 100 km, c'était intéressant. On a marché, on a marché, on a marché. On s'est dit, on va faire les 100 km. Et cette borne dans les 100 km, on se la rêve grande, magnifique, en or. On la croit. Et c'est intéressant de tomber sur une borne toute simple. Bariolée, il la nettoie régulièrement. Il la change régulièrement. Elle a d'ailleurs changé d'endroit plusieurs fois. Mais ça m'avait fait bien rire, ça, de me dire, de seul coup, j'étais parti dans mes idées et je voyais cette borne des 100 km, arriver à 100 km. Et du coup, parce que aussi, il faut savoir, sur le chemin, il faut savoir beaucoup se moquer de soi. Comme quand je me suis vu tout à fait au démarrage, tellement inexpérimenté, tellement je me trouvais, j'étais ridicule et c'était intéressant de se voir ridicule justement. Voilà la borne des 100 km. Et enfin, on arrive à Santiago. Et donc, quand on arrive, on est un peu sonné. Et là, quand on arrive, ben, il y en a qui dansent, il y en a qui sautent en l'air, il y en a qui se couchent par terre, il y en a qui pleurent, il y en a qui rient, il y en a chacun, voilà. Il y en a même qui sont déçus. Il y en a même qui sont déçus. Peu importe, chacun, on va réagir, mais on est arrivé à un bout de quelque chose. On est arrivé à un quelque chose. Et ce qui est intéressant, c'est des choses que je disais au gîte régulièrement, c'est que quoi qu'il arrive, les 10 secondes, quand on est arrivé sur la place, ces 10 secondes-là, toute sa vie, on s'en rappellera. Quand on arrive, et même quand on pense qu'il ne se passe rien, on va se rappeler qu'il ne se passe rien. Mais c'est un concentré de moments. Voilà, on était à un rendez-vous. Et quand moi je suis arrivé, bien sûr que j'ai repensé à ce que m'a dit Eusebio. Voilà, que j'avais rendez-vous avec un mec important. Et là, il s'est passé des choses. Il s'est passé des choses assez incroyables, en tout cas pour moi. C'est que sur les derniers kilomètres, il y a beaucoup de monde qui arrive. Donc on s'isole. Et on repense un petit peu à tout ce chemin qui est arrivé. Et d'un seul coup, dans ce rêve éveillé, dans cette reconstruction du chemin où on arrive et on est concentré là-dessus, le chemin se remet comme un puzzle, comme un mur de briques qui était tombé. Et chaque brique retrouve sa place. Et on se rend compte que telle brique n'allait pas bien là, elle était là, donc le mur n'était pas solide. Et voilà. Et de seul coup, on reprend conscience des choses. C'est en arrivant, c'est réellement, et c'est le dernier jour, en arrivant, que je me suis rappelé au jour près, quand précisément j'ai conçu d'aller à Compostelle. Et il y avait longtemps. Et ce jour-là, c'était quand? C'était donc, j'étais assez jeune, c'était en 76, juste quand justement j'étais un nanar un peu anticlérical et que je disais, mais ces cathos qui font un pèlerinage, c'est absolument incroyable. Donc, je m'étais intéressé par curiosité intellectuelle à ce pèlerinage, mais voilà, sans plus. Et ce jour-là, ce dernier jour, c'est le jour où je me rappelle où on m'apprend la mort de mon père. Il se suicide. On apprend la mort de mon père. Et j'ai eu cette réflexion de me dire, dans la vie, il y a plein de conneries qu'on récupère. La majorité des conneries, on les récupère. C'est des conneries, on en fait, mais c'est comme ça. Et celle-là, on ne la récupère pas.
Et je me suis revu en train de penser, tiens, si je pouvais la récupérer, cette connerie, j'irais bien à Compostelle à pied. Et là, j'y étais. Et tout ça, d'un seul coup, en un moment, les choses se remettent en place. Les accidents s'aplanissent. Et d'un seul coup, on respire. En tout cas pour moi. J'ai découvert une chose en même temps, c'est, pour revenir à des notions un peu chrétiennes, ouais, c'est le pardon. C'est le pardon. C'est un beau mot, c'est sympa, pardonner, c'est sympa. C'est sympa, mais c'est sympa, mais on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. On peut oublier, on peut se forcer à ne pas y penser, mais on n'y arrive pas. Et d'un seul coup, j'ai compris une chose, c'est que, en tout cas pour moi, quoi, c'est que le, le pardon, c'est un don. C'est ce qu'on va donner. Et le plus que je puisse donner, par-dessus le don, c'est le pardon. Et on va donner quelque chose. Et donc, particulièrement, notamment avec l'histoire de mon père, parce que c'est des choses qu'on ne comprend pas. C'est un suicide, ou même si c'est pas un suicide, c'est la perte d'un être cher. Il y a tellement de choses injustes, douloureuses, que on n'accepte pas ça. On n'accepte pas. Et d'un seul coup, on se dit, tiens, si je pouvais donner le maximum de ce que je pourrais te donner, qu'est-ce que ce serait? Et d'un seul coup, on se dit, tiens, c'est le pardon. Je vais te donner. C'est pas l'oubli, c'est pas. Mais je vais te donner, voilà, sereinement la chose. Et, euh, et on se rend compte. Et alors ça, c'est intéressant parce que ça se passe. Je me suis beaucoup pensé. On peut se suicider comme ça. C'est en 10 secondes qu'on a décidé de le faire. Et bien le pardon, c'est la même chose. C'est 10 secondes de se dire pourquoi pas. Et on y va. Et d'un seul coup, quand on a donné ça, on se rend compte que c'est soi-même qui le recevons. Voilà, on se donne à soi-même de ce coup. Et là, en 10 secondes, quand tu es mûr, quand c'est le moment, hop, c'est voilà, tu respires. Tu respires, tu es serein, et tu reviens à une chose dont je vous ai parlé tout à fait au début, c'est le symbole. D'un seul coup, tu as ta poterie, tes 2 morceaux de poterie, et ça s'emboîte. Et tu as le mot de passe. Le mot de passe pour ta vie qui ne fait que commencer. Voilà. Et le bon mot de passe, c'est Compostelle. Voilà. Je crois que je peux finir là-dessus. Merci Serge. 2 ou 3 commentaires de gens qui aimeraient que tu parles rapidement de ton expérience d'aubergiste. Et il y a quelqu'un qui aimerait savoir bon, le nombre de chemins que tu as parcouru depuis 2009, d'année en année. Si tu peux nous donner rapidement. Je dois te dire que les gens ont été excessivement touchés, émus. Pour beaucoup, tu es allé vraiment au cœur
du cœur du pèlerin. Donc, je tiens sincèrement à te remercier parce que ça prend une grande dose, pas de courage, mais de vouloir partager spontanément comme ça les émotions. Ça transcende tout ce qu'on peut chercher et puis ça dénote aussi une grande confiance que tu fais au cœur du pèlerin d'être capable de te livrer comme ça. Donc, je te laisse la parole par rapport à ton expérience d'aubergiste et tout. Puis, j'aimerais aussi, en cours de route, bon, que tu nous dises qu'est-ce qui va arriver. C'est quoi Compostelle après? Le après Compostelle. Et aussi que tu nous dises un petit mot sur la réalité du chemin en 2020-2021. Et on pourra enchaîner là-dessus. Je te repasse. Ok, ça va. En tout cas, bon, ben, merci à tous de m'écouter. Il y a une des choses qui est importante que j'ai reappris peut-être sur le chemin. Un des mots-clés, c'est la sincérité. Et surtout, la sincérité avec soi-même. Ça, c'est vrai. Il y a un des grands guides que j'ai maintenant, c'est ce que j'appelle la bonne foi. Et voilà, la bonne foi, c'est extrêmement difficile, la bonne foi. Quand on doit juger, prendre une décision, c'est d'aller chercher cette bonne foi et surtout savoir rester sincère. Et dans la sincérité, je vais rebondir là-dessus, c'est avec l'accueil. Comment est-ce qu'on devient hébergeur, comme ça. La première des choses, c'est vraiment d'être sincère. On est comme ça. Et c'est de donner ce que j'ai à donner. Et ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai pas, ben, je peux pas te le donner. Mais voilà, c'est toujours une sincérité. Vraiment, c'est un mot-clé, la sincérité des choses. Et donc, ce premier chemin m'a réouvert la vie, moi. Ça m'a, waouh! Ça m'a permis, voilà, ça m'a réouvert la vie. Et donc, je me suis dit, un chemin, il est bien. La deuxième année, c'est 2010. Il s'était passé qu'il y avait, 2010, c'était une année jacquère. Et il s'était créé en Europe, c'était 2000, Compostela 2000, qui avait fait un relais de bourdons. Chaque association en Europe avait fait un bourdon, s'était fait un bourdon, et chacun faisait 20 km par 20 km, et chaque association passait tous les bourdons. Et tous les bourdons sont arrivés en même temps. J'aurai des photos, j'ai des trucs. Tous les bourdons sont arrivés en même temps pour l'année jacquère des quatre coins de l'Europe sont arrivés. Et sur cette occasion, je me suis dit, j'y revais. Et donc, j'ai accompagné les bourdons et je suis arrivé avec cette année jacquère, c'est bon. Et sur ce deuxième chemin, en 2010, discussion de pèlerins, on discute et on me dit, tiens, ce serait bien d'être hébergeur et tout. Bon, je dis oui, pourquoi pas, mais voilà, sans plus. Moi, j'étais auteur de jeux de société à cette époque-là. Je vivais, je faisais tout seul. Je fabriquais mes jeux, je vendais mes jeux. J'étais très alternatif et tout. Et je me dis, tiens, hébergeur. Et on me dit, il y a les Jacobins qui sont à prendre à Cahors. Et puis, ma foi, ça me rentre d'une oreille, ça me sort de l'autre. Et en marchant, je me dis, je réfléchis, je me dis, les Jacobins, ça me dit quelque chose, les Jacobins, les Jacobins, les Jacobins. Et jusqu'au moment où je me dis, mais pétard les Jacobins, quand j'étais passé à Cahors, il y a une association qui accueille les pèlerins à Cahors, c'est l'Octroi. Je les salue parce que c'est des gens sympas, des bénévoles qui n'ont pas forcément fait le chemin, mais qui se mettent en quatre pour les pèlerins. Il faut leur trouver un hébergement, ils leur donnent à boire, et s'il y a besoin d'un tout vivre, s'il y a besoin de quoi que ce soit, ils sont là et ils essayent au maximum. Et j'ai une amie, Sophie, qui a créé cette association, je lui passe le bonjour, si elle nous entend un jour. Et donc, elle m'avait dit, comme j'avais la tente et tout sur le sac, mais allez aux Jacobins, ils venaient de se créer ce gîte.
Et donc, quand je suis passé, le gîte, c'était un peu la panique. Hein, mais il y avait un jardin. Bon, et je m'étais mis là. Et moi, comme je suis toujours un mec curieux, je me dis, tiens, une grande maison comme ça, si c'était à moi, je ferais comme ci, comme ça et autre chose. Mais le lendemain, j'étais parti, j'avais oublié tout ça. Et un an après, on me parle de ça. Et quand je me rappelle de où c'était les Jacobins, je m'étais dit, tiens, si c'était à moi, bon, mais j'ai dit, je m'arrête, je passe un coup de téléphone et j'ai donc les propriétaires. Et il se trouve que le couple qui avait mis en route s'était séparé. Et donc, cette vieille information se retrouvait tout à fait par hasard d'actualité, juste quand je téléphone. Et c'est comme ça qu'on m'a dit, c'est Saint-Jacques qui vous envoie du calme. Bon, et c'est comme ça que je suis devenu hébergeur. Mais c'est la providence qui m'a amené là. Et donc, quand j'ai été hébergeur, c'est un vrai. Donc, du coup, je reviens à ce que on doit quelque chose au chemin. Le chemin nous a donné des choses. On lui doit quelque chose. Donc voilà, j'ai accueilli. Mais toujours, en fin de compte, c'était pas luxueux, c'était pas. Mais dans la simplicité. Et surtout le partage, et notamment, voilà, quand on était à table, c'est intéressant. Je faisais une présentation de chacun se présentait rapidement, disait d'où je viens, voilà, où je vais, voilà. J'ai jamais demandé pourquoi. Aux pèlerins, j'ai jamais demandé pourquoi ils faisaient le chemin. Ça, tu le dis si tu en as besoin en privé, comme ça. Mais ce moment de partage, à un moment donné où chacun se présente d'un seul coup, voilà, on est une grande famille. Voilà. Donc ça, c'était mon expérience d'hébergeur que j'ai gardée pendant 10 ans. Genre, au Jacobin, tu y es passé, Johan, c'était physique quand même, hein, parce que j'accueillais. Et les Jacobins continuent quand même. Hein, et quand j'ai passé la main, je l'ai passé à un pèlerin sympa, vraiment un vrai bon pèlerin, d'un mec incroyable, qui voilà. Pour en dire juste un petit mot, c'est un mec qui n'a pas de main. La première fois que il est passé 3-4 fois déjà au J. Quand il est arrivé, c'est un mec qui n'a pas de main. Voilà, en tant que c'est un peu curieux, tu vois. Bon, donc je lui ai fait la bise. Mais alors je lui dis, tiens, tu veux une bière? Et puis d'un seul coup, pour ouvrir la bière, il dit, oh, t'inquiète pas, paf. Il sent ses mains, tac, 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 il ouvre la bière, il a roulé une cigarette. Et donc, voilà, je lui dis, mais c'est incroyable. Il me dit, mais non, moi, je suis né sans les mains. Voilà. Et donc, le jour où j'ai passé Jacobin, bon, ben, je l'ai passé à lui, c'est Jean Clair. Il porte bien son nom, Jean Clair, et c'est un mec normal, mais qui est clair. Donc, c'est sympa. Voilà. Et donc, au bout de 10 ans, il s'est passé, je fais une petite aparté avec Caminologue. Au bout d'un certain temps, à force de voir passer les pèlerins mal aux pieds, mal au dos, ainsi de suite, donc j'ai réglé des sacs à dos et tout, je me dis, il faut faire quelque chose. Et j'ai fait une des choses, c'est que j'ai acheté des chaussures, parce qu'après, j'ai appris à marcher. Pour revenir à une question, du coup, question de fidélité, je fais le chemin tous les ans, hors saison. Dès qu'il arrive, je ferme le 15, théoriquement, je ferme le 15-20 octobre. Tous les ans, je suis sur le chemin. Tous les ans, je vais à Santiago. Mis à part ces 2 dernières années, et ça me manque énormément. Mais voilà, parce que je participe. Voilà, je participe au chemin. Question de fidélité, quoi. Voilà. Et donc, les pèlerins ont eu besoin de matériel, j'ai acheté du matériel et puis j'ai mis en point un système de location pour que, au moins pour les 3, 4, 5, 6 jours qui leur restaient, qu'ils aient des godasses qu'il fallait et tout. Et c'est comme ça qu'est né, en fin de compte, Caminologue, loc de location, où on faisait plus de location. Je lance je te fais un scoop, Johan, c'est que Caminologue va reprendre la location l'année prochaine. Voilà.
Ouais. La location du matériel. Parce qu'il y a plein de nouveaux pèlerins qui partent, et comme moi j'étais parti, qui ne savent pas si… parce qu'en fin de compte, acheter des chaussures, c'est cher les chaussures. Acheter un sac à dos, c'est cher le sac à dos, et ainsi de suite. Donc, tout à des courses, bon, on ne sait pas si on va y aller, si on ne va pas y aller, combien on va faire ou quoi. Donc, je ne vais pas mettre trop cher dans les chaussures, trop cher dans les… Et tout à des courses, je suis tout qu'à moitié, je fais un chemin qu'à moitié. Donc, ce qu'on va proposer l'année prochaine, c'est du super, on fait du bon matériel, donc du bon top matériel en location. Voilà. Pour tout, surtout pour tous les pèlerins qui veulent démarrer, au moins ils démarrent aussi dans de bonnes conditions avec du bon matériel. Bon, ça c'était le petit aparté. Et donc, quand je me rends compte que les pèlerins ont besoin de matos, je fais et je me dis tiens, je vais faire un site. Et j'avais entendu parler par les réseaux sociaux d'un mec que je trouvais bizarre. Il était un peu curieux. Et en plus, le mec, il avait fait Jérusalem-Santiago à pied. Moi, je trouve que c'est une idée un peu space, quoi. C'est incroyable, quoi. Et je le suivais un petit peu, ce gars-là, et je sentais de la sincérité et que ce gars était investi. Alors, comme il était aussi informaticien, je lui ai téléphoné. Je lui ai dit, tiens, m'a dit, on ne se connaît pas, que ci, que ça, je veux faire un site internet. Bon, il me dit, pourquoi pas. Il m'a trouvé un peu loufoque, un peu au départ, faire un site internet de matériel pour les pèlerins sur le chemin, alors qu'il y a des très grandes marques, qu'il y a des très grands sites, tout ça. Et on s'est rencontrés. Et il s'est opéré une petite… une magie, on va dire. Parce que voilà, c'est un mec sincère, c'est un mec vrai. Et comme c'était une idée folle, parce qu'il est un peu barjot, il a dit d'accord. Et donc ce mec, c'est Madi. Et c'est né une amitié profonde. Et il y a plein de gens qui, des fois, ils pensent qu'on est frères, on est frères. Et quelque part, c'est sûrement un peu mon frère aussi, quoi. Voilà. Et donc, avec Madi, on a créé Caminologue, une manière très spéciale voilà. Bien sûr qu'on gagne notre vie, bien sûr que comme ça, mais on est réellement au service du chemin et du pèlerin. Voilà. Pour présenter Caminologue et Madi, vous le découvrirez, c'est un gars incroyable qui est voilà, de la sincérité. Un petit mot sur ce chemin, comme tu me demandais. Cette année, on est une année bizarre, très bizarre. Le Covid, c'est un truc fou. Et alors donc cette année, on ne savait pas où on allait. Bien sûr qu'on a été confinés. Donc en vérité, les pèlerins, on a été déconfinés de mémoire à la mi-juin. Donc, il y a eu quelques pèlerins qui sont passés en juin, mais juillet, août, septembre, octobre, il y avait le virus, bien sûr qu'il y avait le virus. Et il y a… Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de nouveaux pratiquants du chemin qui sont arrivés. Ils en avaient marre d'être restés enfermés dans les villes et tout. Ils sont partis à la campagne. Donc, il y a plein de nouveaux pèlerins qui sont arrivés et qui étaient partis juste pour faire de la balade un peu dehors et s'aérer, hein, et qui ont découvert le chemin et des choses absolument incroyables. Donc, ça, c'est des nouveaux pèlerins qui vont arriver. Et tous ceux qui se sont passés, en fin de compte, ça s'est très bien passé, malgré tous les problèmes qu'il y a, pour une raison simple, c'est que sur le chemin, tu es dans la colline toute la journée. Donc, tu es dans un milieu tout à fait sain. Les hébergeurs, qui sont de grands professionnels, limiter les places, donc il n'y avait pas de problème, et toute la journée, donc ça s'est passé absolument sans problème. Pour parler très chiffres et très concrètement, des cas de virus sur le chemin, et ça s'est passé en fin de saison, c'est-à-dire fin octobre, il y en a eu 1, 2,
3, on va dire 4, il y en a eu 4, il y a eu 4 cas de virus sur le chemin. À chaque fois, ça a été, mis à part un qui démarrait son chemin, mis à part un pèlerin qui démarrait son chemin et qui s'en est rendu compte de suite, ça a toujours été des hébergeurs qui ont eu le virus, qui l'ont attrapé, non pas sur le chemin, mais dans des grandes villes comme Toulouse et ainsi de suite. Ce qui est à noter, c'est que tous les pèlerins qu'ils ont hébergés, bien sûr, on prend les noms et ainsi de suite, donc il y a une chaîne qui se crée, on surveille ça de près, et tous les cas contacts se sont fait dépistés et il n'y a eu aucun pèlerin qui n'a eu le Covid qu'il a attrapé, quoi. Donc le chemin, d'une manière générale, dans toute la panique que c'est, bien sûr que c'est un endroit qui est à peu près correct. Donc pour l'année prochaine, il faudra voir où on va, hein. Moi, je ne suis pas médecin, comme ça. Donc, il y a d'abord, il faut écouter ce que nous dit pour vous, si vous pouvez sortir. Il faut voir, il faut écouter de ce qu'on nous dit et pas faire n'importe quoi, hein. Donc selon les consignes, mais si d'aventure effectivement on peut sortir et on peut marcher sur le chemin, voilà, ça se passe bien, en reprécisant qu'il ne faut pas faire n'importe quoi et qu'il ne faut pas être inconscient quand même parce que c'est une sacrée saloperie cette histoire, quoi. Voilà un peu. Merci infiniment, Serge. C'est sûr que du Québec, hein, en fait, Serge nous envoie un grand message d'espoir que sur le chemin, on va retrouver cette confrérie de pèlerins, ce partage qu'on a toujours envie. C'est sûr que du Québec, notre grande préoccupation, c'est d'attendre que Santé Canada lève pas l'interdiction, mais en fait, on nous déconseille de voyager tant et aussi longtemps qu'on ne sera pas rassuré, vacciné et tout. Mais ça me fait chaud au cœur de savoir qu'on va pouvoir retrouver cet élan de pèlerin, puis qu'on va pouvoir revivre notre chemin. Pour ceux dont ce sera la première expérience, ce sera une expérience marquante, mais pour nous aussi, ça sera une nouvelle expérience, mais où on pourra revivre encore tous ces beaux moments. Un énorme merci, Serge. Tu as touché le cœur de tout le monde. Il y a des gens qui sont allés, qui ont été hébergés au Relais des Jacobins. Écoute, c'est incroyable. Je vais faire, Denis, on peut transmettre les commentaires à Serge. J'ai déjà enregistré tous les chats, puis je vais lui envoyer. Super. Donc, il y a 2 personnes. Il y a une personne dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, Sylvie. Donc, elle te remercie parce que c'est un très beau cadeau que tu lui as fait aujourd'hui. Et ton mot de passe, ça a touché bien des gens. Chacun à notre façon, le mot de passe, ça peut être Compostelle, ça peut être pardon, ça peut être don, mais chacun, je crois, qui a trouvé son mot de passe à travers ton témoignage. Un grand merci, Serge. Tu as mis de la lumière, tu as mis de l'espoir, tu nous as fait revivre le chemin. Un grand merci. C'est moi qui vous remercie.